Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez parcouru des terrains de guerre en demeurant toujours en paix avec vous-même. Vous êtes parvenu à faire votre devoir de journaliste tout en surveillant les leçons de vos enfants. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Dorothée Oliéric. Bonjour Jacques. Alors vous publiez Maman s'en va en guerre, votre vie de grand reporter sur Antenne 2 qui est devenue France 2 aux éditions du Rocher. Ça va être le fil conducteur de cette émission parce que votre vie est quand même une vie étonnante, une vie de combat, si j'ose dire, dans tous les sens du terme. Alors, on va le faire à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et la première date que j'ai trouvée, elle vous dira sans doute quelque chose, c'est le 1er août 1990. Je crois que c'est votre début de stage à ce qui est encore Antenne 2. Alors oui, c'était un grand moment, une grande date, puisque c'était la première fois que je rentrais vraiment dans les bâtiments d'une télévision en sortant de l'école de journalisme. Et ce premier jour, eh bien, j'ai eu un sujet à faire, c'était la canicule. Oui. Donc le tournage avec un caméraman. C'était Bruno Mazur qui présentait le journal de 20h. J'ai pris mon temps, je suis appliquée, j'ai bien tout écouté, chaque interview, tout écrit, si bien que l'heure passait et vers 18h, la rédactrice en chef me dit « Mais t'as pas fini, tu es en ouverture du journal. » Donc le premier sujet, une petite stagiaire, premier jour de stage. Et donc j'ai un peu accéléré, j'ai pas eu le temps d'imprimer mon texte, c'était plein de ratures sur un papier et on me dit vite tu vas faire le commentaire en direct. Donc vous imaginez le journal de 20h à l'époque et je suis là et je lis toute tremblante mon commentaire en essayant de pas me prendre les pieds dans le tapis tellement il y avait de ratures et j'arrive au bout, la voix tremblante, ça se termine. Je sors en pleurant et je me dis c'est mon premier et dernier jour de télévision. Eh bien non, finalement on me dit tu t'en es bien sorti et tout le monde a oublié ce passage. Voilà. Mais il y avait pire, quand le journal télévisé a débuté, il n'y avait pas d'argent en 49, donc on achetait des sujets et il y avait les commentateurs, il y avait Pierre Tchernia et quelques autres, dans une petite cabine qui ne voyaient pas les sujets avant, donc ils racontaient n'importe quoi sur le sujet commenté. Ah oui, et c'est toujours passé. Mais c'était des pros. Voilà, oui, non, mais ils inventaient des noms, enfin c'était extraordinaire. C'est à l'époque que Bruno Mazur, je crois qu'il faisait ses journaux en pantoufles. Oui, tout à fait. Des Charentaises, je confirme, ouais. Je l'ai vu même en conférence de rédaction, il était comme ça. Heureusement qu'on ne filmait pas les pieds de parce qu'aujourd'hui on est debout pour le journal télévisé. Alors c'était aussi une époque où il y avait le matériel technique n'était pas aussi perfectionné. Vos débuts à Antenne 2, c'est quand même une grosse équipe autour de vous. Ah bah, chaque départ, c'était 200 kilos de matériel, fallait apporter des bancs de montage entiers, c'était des caisses, on était 4, il y avait un éclairagiste, un monteur, c'était enregistré non pas sur du numérique, hein, c'était des bandes, il fallait les cassettes, c'est pareil, qu'il fallait dérocher, regarder du début à la fin, revenir. C'était un peu, ça nous semble très ancien, un peu artisanal, mais ça fonctionnait après tout. Oui, et avant c'était même des films Alors j'ai pas connu en film, moi. Mes débuts, il y avait des films qu'on coupait avec une sorte de scotch dessus, c'était encore plus compliqué. Alors, vous êtes né, vous avez grandi à Nantes. Oui. Comme quelqu'un d'autre très célèbre à la télévision, Claude Sérillon. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Quand on se voit, on est un petit peu le clan nantais reconstitué. Il y en a quelques autres aussi. Voilà. Mais je crois que son premier reportage, il l'a fait en passant devant la cathédrale de Nantes qui était en feu. Et il a fait ça, mais par hasard, et ça a lancé sa carrière de journaliste. Et aujourd'hui, il écrit des livres tranquillement et il est heureux dans la littérature. Et au départ, d'après votre famille, Dorothée Oliéric, vous envisagiez d'être médecin. Alors c'est surtout mon père, chirurgien, qui lui rêvait que je prenne la suite et quand j'allais le voir de temps en temps à la clinique, il me présentait à toutes ses patientes en disant ma fille Dorothée qui bientôt prendra ma suite, mais j'avais pas du tout envie de faire des études de médecine. Il n'a pas réussi à me convaincre. J'avais déjà plutôt la littérature au cœur. J'aimais écrire, j'aimais lire et très vite l'envie de partir et de découvrir un ailleurs. Voilà. Mais il se trouve que le lycée, c'était le lycée Gabriel Guisteau, oui. Qui est un avocat, je crois. Et ce lycée a une classe unique en France. C'est une classe qui prépare au concours d'entrée aux grandes écoles de cinéma. Alors oui, moi j'avais pas visé effectivement les écoles de cinéma. Moi j'ai essayé de faire une prépa littéraire et j'ai eu le veto de ma professeure d'histoire géo parce que c'est vrai que pendant le cours j'étais au fond de la classe en train d'essayer de draguer un garçon. J'ai jamais réussi et j'ai eu le veto pour la prépa parce qu'on parlait tout le temps au fond de la classe. Voilà, mais en même temps, vous avez découvert un auteur littéraire qui vous passionnait, c'est Marcel Proust. Ah oui, mais ça c'est ma professeure de français, Madame Méon, qui était absolument extraordinaire et que tous les élèves adoraient et toute notre classe est tombée vraiment
en passion pour Marcel Proust. Et Marcel Proust, d'ailleurs, on parle toujours de sa Madeleine. Et l'histoire dit aujourd'hui que c'était pas du tout une Madeleine, mais une biscotte. Oui, c'est un peu décevant quand même. C'est moins joli, la biscotte. Mais enfin, c'est la vérité. Je crois qu'on est en train de préparer un musée Marcel Proust à Cabourg, où il a longtemps passé ses journées au Grand Hôtel. Et je ne sais pas s'il y aura des madeleines ou des biscottes à l'intérieur. On verra. Alors, il se trouve aussi que Proust, ça vous a permis d'avoir une bonne note au bac, mais un peu par hasard, Dorothée Olyric. Alors c'est vrai qu'on m'a interrogé sur les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Or, j'ai jamais vraiment accroché, d'autant plus que j'ai dû le lire en une nuit. Alors, de mémoire, ça fait bien 2 tomes de 500 pages. Et la professeure, justement, de français avait dit, il y a un terreau demain. Et je l'avais pas lu comme une bonne partie de la classe. Donc j'ai passé la nuit à le lire en buvant du café. Et j'en ai gardé un souvenir plus qu'amer. Et le jour de l'oral du bac, on me demande Rousseau. Et j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible plutôt de choisir autre chose? Ça se faisait pas vraiment, mais j'ai demandé Marcel Proust. Et ils ont dit d'accord, mais on choisit une page au hasard et pas ces fameux textes qui ont été préparés très précisément en classe. Et donc j'ai dit mais ce que vous voulez dans la recherche. Et j'ai eu un 15, ce qui était très bien pour un texte non préparé, mais il y avait la passion en plus. Oui, parce qu'il y a quand même 27 tomes dans la recherche du temps perdu. Oui, alors on avait juste les 2 premiers tomes qui étaient présentés. Ça limitait quand même les dégâts. Alors, il se trouve que vous avez le bac, Dorothée Olyric, et que ça se fête à la maison, car les fêtes sont régulières et elles se terminent toujours par cette chanson. Ah oui, c'est vrai. Vous dansiez beaucoup sur cette chanson ? Surtout mes parents. Oui. J'étais toute jeune et je voyais tout le temps dans les dîners à la maison, terminer toujours, tout le monde dansait. Et j'ai en mémoire, effectivement, cette musique où je vois ma maman tournoyer, danser, très belle. Alors, il se trouve que Bonnet M a eu 42 disques d'or au cours de sa carrière. Ils sont arrêtés un jour ensemble, ils se sont séparés, ils ont continué sous le nom de Bonnet M. Le dernier est mort cette année. Ils vont quand même faire une dernière tournée avec Bonnet M en Australie. Ils continuent à faire danser tout le monde. Exactement. Alors, ça, c'est le bac. Et après le bac, vous découvrez la presse écrite grâce à un journal qui, je crois, est issu des mouvements de résistance des Pyrénées, qui s'appelle L'Éclair. Alors oui, L'Éclair, c'était le journal de la presse quotidienne régionale à Nantes. C'était le même contenu que Presse Océan, il y avait juste la première page qui différait. En tout cas, moi, quand j'ai connu ce journal, le directeur était Jean Lucas, le papa de mon ami d'enfance, Armel Lucas. Et c'est comme ça que je découvre vraiment le journalisme, grâce à cet ami. On va voir son papa au journal, on va voir les rotatives, on va voir la rédaction qui fourmille de monde, d'idées. Et j'adore cette ambiance-là, donc je tombe dedans ce jour-là quand j'ai une dizaine d'années. Oui, et je crois que votre première interview, c'était le leader d'un groupe qui s'appelle INXS. INXS. Ouais. INXS. Alors, l'interview était faite par un journaliste de l'Éclair, mais on l'avait accompagné et INXS, qui avait un énorme succès à cette époque, a rapidement congédié le journaliste et ensuite on est resté pour poser des questions et puis on est allé prendre un verre avec eux et voilà, c'est ma première interview People, j'en ai pas fait beaucoup. Le morceau s'appelait Dream on Wild Boy. Dream on Black Girl. Voilà, exactement. Donc, c'est un peu oublié aujourd'hui, je crois. Oh non, détrompez-vous. Ça a été un gros succès. Non, j'en suis sûr. Alors ensuite, donc, L'Éclair, Presse Océan, et vous allez faire votre premier stage à Presse Océan, Dorothée Olyric. Alors le tout premier, effectivement, c'est une quinzaine de jours à la rédaction à Nantes, où je pars avec un journaliste un peu en doublon pour découvrir le métier, pour voir un peu comment ça s'organise, comment ça se prépare, les contacts. Alors il y a plein de sujets qui sont vraiment des sujets très locaux sur Nantes, la banlieue. Et je trouve ça formidable et je suis surtout très, très intégrée au groupe, à la rédaction. Et j'ai des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Comment êtes-vous arrivé dans ce stage ? Écoutez, c'est le papa justement de ma copine. Là, j'avoue que j'ai eu un petit peu de piston, mais c'est à peu près le seul piston que j'ai eu de ma vie pour ce petit stage. Et après, quand j'étais à l'école de journalisme, on avait des stages grâce à l'école de journalisme où je suis retournée à Presse Océan à la locale de La Baule au mois d'août où je faisais une page par jour. Donc c'était très formateur, c'était absolument passionnant. Oui, La Baule au mois d'août, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut savoir que Presse Océan, c'est le quotidien historique des Nantais, qui a eu plusieurs titres. Il s'appelait d'abord L'Ami de la Charte en 1819, le National de l'Ouest en 1837, le Phare de la Loire en 1852 et la Résistance de l'Ouest en 1944. Vous m'apprenez plein de choses, je connaissais pas tous ces noms. Alors vous découvrez aussi le bouclage, parce qu'à l'époque, il y a un bouclage et il y a encore l'odeur de l'encre. Oui.
Franchement, les rotatives, j'ai encore cette image dans les yeux, le bruit, le côté énorme et tous ces journaux qui sortent comme ça. Moi, je rêvais vraiment de la presse écrite. Hein. La télé, c'est un peu un hasard, en fait. Oui, et c'est vrai qu'il y avait, à cette époque-là, on sortait très tard, on travaillait très tard, on bouclait, c'était presque la fête de travailler jusqu'à la fin. Ah, c'était une excitation de changer, de casser la une ou de rajouter en fonction de l'actualité des nouveaux articles pour vraiment coller au plus proche de l'actualité. Alors aujourd'hui, je crois que ça dépend des titres, mais les bouclages sont plus ou moins proches de la sortie. Il y en a qui cassent pas la une. Oui, non, 17h, 18h, c'est le maximum. À l'époque, c'était 23h. Et il se trouve ensuite, donc, vous arrivez à Paris, toute seule, pour faire vos études de journalisme. Oui. Car vous avez décidé ça. Oui, donc pas de médecine, rien à faire. Mon père a essayé une dernière fois, ça a été non. Je passe plusieurs concours d'école de journalisme. Je suis prise à Paris à l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme. Donc après ma licence de langues étrangères appliquées que j'ai faite à Nantes. Donc là, c'est le grand saut dans l'inconnu. D'abord parce que je quitte la famille, je quitte mes 3 frères et sœurs, mes parents, et j'ai un petit studio dans le 11e arrondissement à Paris. Et j'ai pas de famille, j'ai pas encore d'amis, mais je veux m'en faire très vite. Et c'est une grande date de ma vie, une grande aventure, oui. Oui, et c'était une école de journalisme, vous avez appris beaucoup de choses? Bien sûr, j'ai appris énormément de choses et il y avait notamment une directrice qui s'appelait Catherine Lambray qui est décédée il y a pas longtemps et qui a été un modèle, qui a entouré tous ces plusieurs générations de jeunes journalistes comme une mère et qui nous a insufflé vraiment la passion de ce métier. Et puis je crois que votre destin, vous y avez pensé quand une voyante vous a prédit que vous feriez le tour du monde. Alors ça, c'était ma copine Armelle. Sa maman croyait pas mal on tirait les cartes, tirait dans les lignes de la main. Moi, pas du tout, hein, comme fille de médecin, très cartésienne. Et puis une fois, je dis ok, qu'il me dise un peu, c'était un garçon, ce qu'il voit. Et il dit je vois le monde. Ah, je dis bon. C'est plutôt pas mal. Hein. Et il voyait aussi alors ça c'était moins drôle, que peut-être que vers 50 ans, j'allais perdre un doigt. Et Dieu merci, j'ai encore tous mes doigts. Et Dieu sait si j'ai vu des corps déchiquetés sur les lignes de front. Mais Dieu merci, je suis épargnée de toute blessure. C'est parfait. Et nous, on n'a pas besoin de voyante pour dire qu'on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 25 avril 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Dorothée Oliéric. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dorothée Oliéric, bien connue des téléspectateurs de France 2, et qui publie son livre « Maman s'en va en guerre », sa vie de grand reporter aux éditions du Rocher, vie qu'on évoque depuis les débuts. On a évoqué vos débuts dans la presse quotidienne. Et puis, il y a dans ce livre un passage très étonnant que j'évoque à travers une voix et à travers une date, le 25 avril 1982. Écoutez. Moi, j'ai 4 minutes 17 pour m'exprimer, pas plus. On me coupera en plein discours. Odieuse censure. Jean Edernalier, je reconnais bien sa voix. Alors, il se trouve que moi, j'ai ce jour-là, il m'appelle le matin à 7h30. Je te réveille? Non, pas du tout. Tu m'as vu apostrophe hier? Ouais. J'étais très mauvais. Non, c'était pas mal. Non, je vais faire un coup. Et l'après-midi même, il se fait enlever, soi-disant. Vous avez vécu cette époque-là? Ah oui, effectivement. Normalement, moi, 82, je le connaissais pas encore. Effectivement, moi, je lui ai écrit une lettre quand j'étais encore étudiante à Nantes, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Pas les pamphlets, mais vraiment les romans. Je trouvais qu'il avait une plume extraordinaire. Alors certes, je connaissais le personnage un peu fou. Et il m'a répondu et il a voulu qu'on se rencontre. Et nous nous sommes rencontrés. Il me dit, mais viens à Paris, je te paye ton billet de train. Je dis, personne ne va me payer mon billet si je veux venir à Paris. Je viendrai toute seule. D'ailleurs, il vous a appelé à 1h du matin. Ah oui, toujours. Hein, et il m'a appelé une première fois tôt. Il a dit, je te rappelle plus tard. Et là, à 1h du matin, et on est resté au téléphone toute la nuit. Il m'a parlé de la vie, de la mort, la littérature, l'amour, Nietzsche. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était assez exceptionnel. Et après, il est revenu le week-end suivant. Il est venu à La Baule pour me rencontrer, en tout bien, tout honneur. J'avais précisé, et c'est resté un ami jusqu'à sa mort. Alors, il faut justement qu'on rétablisse les faits. Vous êtes chez vous avez un coup de fil de Jean Ederne parce qu'il dit c'est la plus belle lettre que j'ai reçue de ma vie. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il le disait à chaque fois. Oui, c'est alors, possible. C'est bien possible, mais en tout cas, il me l'a dit, et je me souviens, il m'a dit c'est du Claudel à l'état brut, c'est comme un diamant brut, et je m'étais dit j'ai pas lu Claudel, faudrait que je le lise. Je l'ai lu depuis, et c'est vrai qu'il a été touché par ma lettre.
Et c'est comme ça qu'en fait, on est devenus amis. Donc c'était une relation que j'ai poursuivie. Quand j'ai commencé mon école de journalisme, il veillait toujours sur moi. Je le voyais régulièrement, des dîners avec des écrivains, à la Closerie des Lilas, à Ma Bourgogne, place des Vosges. Il m'a présenté plein d'écrivains de sa génération. Et moi, j'étais la jeune étudiante en journalisme qui découvrait un peu la vie littéraire et d'une autre époque presque avec lui, quoi. Ouais. Il vous a dit à la vie, à la mort entre nous, Oui. Une amitié, mais après quelques verres de vodka. Oui. Oui, il faut prendre les gens comme ils sont. Il était très particulier. Moi, j'avais une vie assez rangée d'étudiante et j'avais ce petit grain de folie. On a passé quelques jours dans son château, son manoir à Ederne en Bretagne. C'était des moments absolument inoubliables que je raconte dans ce livre parce que ça fait partie de ma vie et des moments très forts, oui. Moi, je me souviens encore de cet enlèvement qui était bidon, il faut le dire aujourd'hui. Il s'est soi-disant fait enlever. Sa femme était en pleurs à la télévision en disant « Le salaud, il m'a fait encore un coup ». Et 15 jours plus tard, on le retrouve bizarrement. Et il n'a pas eu de chance parce qu'il s'était caché chez les amis. Et que ce jour-là, il y a eu un hold-up dans le quartier. Donc tout le quartier était bouclé. Donc il n'a pas pu être libéré par ses agresseurs. Mais c'est passé sans problème. Alors, il se trouve aussi que vous allez le voir à l'Hôtel Royal, à La Baule. Et La Baule, il y a une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a un jeune soldat, son compagnon est tué pendant la guerre de 14-18. Il vient apporter des souvenirs à ses parents. Il arrive dans un lieu avec un décor fabuleux, au bord de la mer. Et ce lieu est à vendre à la pièce. C'est-à-dire qu'on vous envoyez des pièces, vous achetez un terrain pour tant d'argent. Et il s'appelait François André et c'est comme ça qu'il a construit La Baule. Extraordinaire. C'est une histoire étonnante. Oui. Et c'est comme ça que c'est né. Alors, il se trouve aussi que c'était un passionné de littérature. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son émission où il jetait les livres. Oui, tout à fait. C'était étonnant. C'était étonnant. Ah bah oui, quand il n'aimait pas, il disait ça, voilà, hop. Il jetait. Poubelle. Et il vous a fait découvrir des écrivains, Jean-Ederne Allier? Alors, Philippe Solers, qui voyait très régulièrement. Morgane Sportes aussi. Avec qui je m'entendais très bien. Et puis d'autres lors de soirées, effectivement, où ils avaient une bonne descente. Hein, ça, c'est pas faux. Alors, moi, j'étais plus raisonnable. Je rentrais parce que j'avais cours le lendemain à 8h30. Mais les soirées à la Closerie des Lilas étaient assez fantasques. Exactement. Fantastiques. Et on parlait politique parce qu'il y a eu ce journal L'Idiot International, qui a été son premier journal en 69 et qui a été fondé avec comme marraine Simone de Beauvoir. Oui, tout de même. Hein, et qu'il a, donc, dans les années 90, qu'il a ressorti. Et Jean-Ederne voulait aussi que je l'accompagne à Cuba pour faire une interview de Fidel Castro. Oui. Et parce que je parle couramment espagnol, il parlait pas espagnol couramment. Et donc, il voulait vraiment, il me dit, mais c'est un super coup, tu devrais me suivre. Et moi, parfois, je suis toujours entre la déraison et la raison. Donc là, j'ai dit, mais non, j'ai des partiels, je peux pas. Donc, je suis pas allée avec lui. Vers ce coup, il est allé, il l'a fait, il en a sorti un bouquin un peu particulier de cette rencontre avec Fidel Castro à Cuba. D'ailleurs, il y a ces œuvres complètes qui circulent. Pour des tas de raisons, notamment politiques, on ne les a pas lues. Il y a quand même des chefs-d'œuvre en littérature. Ah, ces premiers livres sont absolument sublimes. Même François Mitterrand a dit de lui, c'est le plus grand écrivain de sa génération. Des livres comme Chagrin d'amour, La cause des peuples, Le premier qui dort réveille l'autre. J'encourage tous les auditeurs à découvrir en oubliant le personnage uniquement sulfureux. Oui, sulfureux. D'ailleurs, François Mitterrand a eu quelques soucis avec lui. Après. Vous avez suivi cette histoire-là? Alors, c'est après, quand c'est lui qui a parlé de Mazarine Pinjot, donc la fille de François Mitterrand, qui a révélé ça. Oui, il m'en avait parlé, oui. Parce qu'en fait, il avait fait ce livre qui a été interdit, où il a raconté Mazarine, mais tout le monde savait déjà que Mazarine existait dans le milieu de la presse. Mais personne ne le disait. Mais voilà, Catherine Ney avait croisé François Mitterrand, boulevard Saint-Germain, un samedi matin avec une petite fille, chez un marchand de chaussures. Elle savait, elle n'a rien dit. De même, Marlène Dietrich, avec qui j'ai entretenu une correspondance téléphonique, me dit un jour, Mitterrand a un enfant avec, il s'appelle Mazarine. Et j'avais dit, mais Marlène, comment savez-vous ça? Elle m'avait répondu, quand on est dans les services secrets pendant la guerre, il en reste toujours quelque chose. Effectivement. Mais c'est vrai que ça a valu à certaines personnes, dont moi, une liste d'être écoutées par l'Élysée. Ok. Vous saviez pas? Il y a 600 personnes à l'époque qui ont été écoutées par l'Élysée pour suivre les conversations de Jean-Ederne Allier. Moi, je l'appelais quand j'avais rien à dire dans la presse, parce qu'il y avait toujours quelque chose à dire, mais c'est quand même étonnant. Bah, ils m'ont peut-être écouté aussi alors, parce qu'il appelait régulièrement et surtout au milieu de la nuit. Hein. Oui, donc à mon avis, ils vous ont écouté. Alors, il y a aussi les moments forts à la Bourgogne, parce que la Bourgogne, c'était place des Vosges, oui, à côté de chez lui. Toujours. Voilà. Et ça, c'était des déjeuners passionnants. Ça, c'est des déjeuners, tous les deux. Moi, mon école de journalisme était pas loin. Lui, il habitait rue de Birague, donc ça donnait place des Vosges. Et régulièrement,
régulièrement, il m'appelait, il me disait, tu viens déjeuner. Donc, sur ma pause déjeuner, je le retrouvais là-bas et j'apprenais toujours. J'écoutais beaucoup, parce que d'abord, c'était un grand bavard, hein, c'était pas facile d'en placer une. Et on apprenait toujours. Et surtout, avec la littérature et cette vision et cet enthousiasme et cette passion, en fait, qui m'a donné un peu aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous touchait justement dans cette passion? Moi, je pense que je suis comme ça et j'avais ça en moi. J'ai la curiosité, j'ai l'envie d'une vie un peu dingue, j'ai envie d'une vie extraordinaire, de piment, de folie, que j'ai trouvé dans mon boulot. J'ai jamais été quelqu'un fait pour le métro boulot dodo. Il me faut des choses un peu hors du commun. Et lui était comme ça. Toute sa vie, chaque jour, chaque minute, chaque déjeuner était un vent de folie, d'intelligence, Voilà, il se passait des choses à chaque fois que je le voyais, ouais. Oui, il a laissé de grosses ardoises à la brasserie Lippe, je crois. Alors ça, je sais pas. Ils ont couru après lui, ils l'ont jamais rattrapé. Mais c'est vrai que des personnages comme ça n'existe plus. Non, et il manque, je trouve, dans le débat actuel, parce que c'est quelqu'un qui l'ouvrait et qui l'ouvrait avec toute sa culture immense, donc avec intelligence. Il avait une cour autour de lui, des copains. C'était des copains et beaucoup de jolies filles, beaucoup de jeunes filles. Alors on disait à l'époque, il est avec son harem, il y avait des jeunes filles de 17, 18, 20 ans qui tournaient autour de lui. Je ne sais pas ce qui se passait en vrai, mais en tout cas, il était toujours très entouré d'une cour d'écrivains, de jeunes femmes. Oui. Il y a même une jeune fille qu'il a envoyée en mission à Deauville pour avoir une aventure avec François Léotard, alors ministre. D'accord. Et à sa demande, elle a placé un enregistreur sous le lit. Donc ça a fait un peu de chantage derrière. Vous imaginez ce que ça a pu donner. Vous êtes très très bien informé, Jacques. Et puis et en même temps, est-ce qu'il était vraiment aveugle ou non? Oui, je sais qu'à chaque fois on remettait en cause tout, mais enfin oui, il allait de moins en moins bien. Hein. Moi quand j'allais le voir, quand il avait ses problèmes de vision, il était avec ses grosses lunettes, il n'était pas comme quand je l'ai connu, c'est certain. Alors il est mort le 12 janvier 97 à Deauville, tombé de vélo. Mais moi, la veille, je l'ai vu. Je déjeune avec Charles Trenet et il rejoint Charles Trenet avec qui il commence à boire des cognacs avec du sucre dedans pour éviter l'ulcère. Ils se sont quittés à la fin de l'après-midi et je me demande s'il n'y a pas là quelque chose qui est lié à sa mort le lendemain. Mais il s'était à Deauville déjà ou c'était à Paris? Au Fouquet's à Paris. Ah, au Fouquet's, d'accord. Je ne sais pas. Après, il y a plein de thèses, mais j'ai pas fait l'enquête. J'étais juste, moi, de permanence le jour où il est mort et j'ai fait le sujet pour France 2, voilà, où je suis allée chez lui et j'ai vu ses proches, sa famille et le corps qui a été ramené avenue de la Grande Armée chez son frère. Et j'ai fait le sujet pour France 2. C'était mon hommage à moi, cette belle histoire d'amitié qui a duré quand même quelques années. Oui, et des sujets, vous en avez fait beaucoup d'autres et on va les évoquer à travers une autre date, le 17 août 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Dorothée Oliéric. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dorothée Oliéric, bien connue des téléspectateurs de France 2 pour le journal, pour Envoyé spécial. Vous publiez vos souvenirs de grands reporters, Maman s'en va en guerre, aux éditions du Rocher. On a évoqué Jean Edernalier que vous évoquez dans ce livre. Et puis il y a une date importante que vous racontez dans ce livre, c'est le 17 août 2013. Écoutez. En fait, leur gros problème, c'est qu'ils sont obligés de faire une sorte de fuite en avant. Ils peuvent plus reculer, ils peuvent plus. Les frères musulmans ne peuvent plus reculer ce jour-là. Et c'est le jour où vous avez failli mourir, Dorothée Oliéric. Oui, ça a été une journée effectivement qui est gravée à jamais dans ma mémoire et dans celle de mon équipe aussi. Alors pour les auditeurs, il faut savoir qu'en 2011, l'islamiste Mohamed Morsi est élu. Il y a beaucoup de manifestations et à l'été 2013, en juillet 2013, eh bien il y a un coup d'État des militaires et une répression contre ces islamistes. En quelques semaines, entre juillet août, il y a des centaines de morts parce que c'est une version. L'Égypte est à feu et à sang, c'est l'état d'urgence. Voilà. Et nous, on débarque un peu dans ce contexte, on fait le reportage. Le 16 août, ça se passe bien, il y a des manifestations, il y a des morts, enfin ça se passe bien. Je veux dire, pour nous, pour notre sécurité, on fait le sujet à 20h et le lendemain à 13h, comme souvent, la rédaction nous dit « Est-ce que tu peux retourner sur les lieux et faire un petit sujet pour le journal de 13h ?» Et là, tout a basculé. Je suis avec Stéphane Guillemot, le JRI, journaliste reporter d'images, avec Arnaud Gidon, le monteur, avec Rim, notre interprète égyptienne. Et là, on est prêt à partir
assortis par une foule qui n'est pas une foule d'islamistes, puisqu'ils sont retranchés dans une mosquée, mais par des gens qui sont pour le maréchal Al-Sisi, pour les forces de l'ordre. Et là, on se fait insulter parce que le monde critique la façon de gérer cette crise avec les islamistes de façon très très sanglante. Et là, on est arrêté, on est ensuite emmené les yeux bandés à l'extérieur du Caire. On est dans un minibus, on ne sait pas qui nous emmène, c'est des hommes jeunes, armés. On est les yeux bandés et on roule 40 minutes. Et là, moi, je vois à travers mon bandeau qu'il y a du gravier par terre, il y a un mur de briques. Et là, ils reculent et on entend, ils chargent leurs armes et ils disent « head down », baisser la tête. Et là, on baisse la tête et là, je me dis, ils vont tirer, quoi. C'est un peloton d'exécution. Et on y croit vraiment, vraiment, vraiment. Mon interprète qui est sur ma gauche, on est tous les 4 face au mur. Je l'entends qui sanglote et qui est choquée. Donc je me dis, elle qui comprend tout ce qui se dit, c'est pas bon signe. Et là, on entend l'arme qui charge. Et là, je me dis, dans 1 minute, 30 secondes, 2 minutes, on est tous morts. Mais en plus, vous enlevez votre bandeau. Alors, pas tout de suite. Là, je suis face au mur, là, je fais rien du tout. Oui. Mais là, je me dis, tant qu'à mourir... déjà, je pense à mes enfants qui ont à l'époque 10 et 12 ans. Je me dis, ça va être absolument terrible pour eux. On va retrouver dans un terrain vague nos corps. Et puis, je me dis, tant qu'à mourir, autant mourir dignement. Je dis, c'est un peu bête de se dire ça, puisque de toute façon, personne ne le saura. Et puis là, ça dure quelques minutes et ils disent turn left. Donc, on fait un quart de tour à gauche. Et puis là, on est enfermé dans des cellules. Et c'est là qu'il y a un autre militaire. Donc, je me dis, c'est bon, ils vont pas nous tuer. Et c'est là qu'un autre militaire rentre et enlève mon bandeau. Et je me souviens, je le remercie, je lui dis thank you. Et là, il prend une cagoule et il me met littéralement 3 fois pire sur la tête. Et je me dis, je m'en veux, ils vont nous tuer de toute façon. Et en plus, je leur ai dit merci. Et je m'en veux d'avoir dit merci. Et finalement, on est accusé d'espionnage, on n'a pas d'autorisation de tournage. Tout ça, c'était un simulacre d'exécution pour faire peur à un moment où l'Égypte était en plein état d'urgence. Donc, on a eu de la chance, quelques heures plus tard, grâce à l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de l'ambassadeur de France, de la mobilisation de la rédaction à France 2, d'être sorti de ce mauvais pas. Mais on a vraiment cru notre dernier jour arriver. Oui, en même temps, vous avez pu prévenir la rédaction grâce à votre téléphone portable très discrètement. Alors oui, c'est au tout début quand ils nous ont arrêtés. J'ai envoyé un SMS en disant on nous a arrêtés, on peut rien faire. On avait un tracker. On est toujours obligé dans les terrains de guerre d'avoir un tracker. C'est comme un petit téléphone portable mais qui nous géolocalise très précisément toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes en fonction de comment on le règle. Et ce qui permet à la direction de la rédaction de nous suivre. Donc moi, il me répond en disant surtout garde le tracker. Sinon, on ne saura pas où vous êtes emmené. Donc moi, je cache sous mon gilet pare-balles mon téléphone portable et effectivement, ils nous suivent, ils voient dans quelle région, dans quel endroit on est du Caire. Enfin bon, après, ils peuvent, s'ils tirent, ils tirent. Hein. Ils peuvent rien faire à distance, mais au moins lancer des recherches pour nous retrouver, quoi. Et l'ambassade est intervenue immédiatement. L'ambassade avec un attaché militaire absolument formidable qui parlait parfaitement l'arabe, qui connaissait très bien les rouages et on a été reçus par le ministre de la Défense une fois que tout ça s'est terminé, qui s'est excusé en disant désolé, vous avez dû vivre un mauvais moment. Alors je vous cache pas que oui, il y avait des pressions psychologiques, physiques, c'était très difficile, mais là on a remercié le ministre, on voulait qu'une chose, c'était partir au plus vite de là. Mais en même temps, vous avez eu peur rétroactivement. La peur, elle est, enfin je sais pas, l'adrénaline fait tenir, fait qu'on craque pas, qu'on s'effondre pas, qu'on pleure pas. Et puis je me disais si je pleure, si je supplie, si je me retourne les yeux bandés en disant ne me tuez pas, je vais me prendre la première balle. C'était le sentiment que j'avais. Je sentais que ça servait à rien de supplier. Donc je suis restée, je suis restée digne, en espérant qu'il ne tire pas. Tant que c'est pas fait, il y a toujours un petit espoir. Hein. Et après, évidemment, quand on refait le film, alors on se dit waouh, on l'a vraiment. On aurait pu y passer, c'est sûr. Ouais. Ça pourrait être une séquence de cinéma ? Ah oui, c'était joué je n'avais pas besoin de la rejouer, c'était tout à fait crédible. Hein. Alors, il se trouve que vous avez toujours eu Dorothée Olyric depuis votre enfance un côté casse-cou, notamment avec votre frère qui est, je crois, devenu pilote de chasse. Alors, mon frère, effectivement, était pilote de chasse sur Jaguar, qui était à l'époque à Saint-Dié-la-Base, à Saint-Dizier. Les Jaguars, maintenant, sont partis à la retraite. Mon frère a quitté l'armée de l'air il n'y a pas longtemps, mais pendant 25 ans, il a été ce pilote de chasse à l'époque de Top Gun où il avait 25 ans et il posait devant son avion de chasse. Et donc un petit côté casse-cou, très sportif.
Et moi, c'est mon frère, il avait 1 an de plus, j'avais un autre frère. Donc c'est vrai que moi, je suivais toutes les bêtises qui étaient faites ou tous les sports un peu extrêmes. Il était hors de question que moi, la fille, la numéro 2 entre 2 garçons, je n'y aille pas, quoi. Donc ça voulait dire, t'es pas cap? Si, je suis cap, si. Notamment, il y avait le karting. Oui, tout petit, je me souviens, j'avais l'impression que ça allait hyper vite. J'étais gamine, il devait avoir 5 ans, moi 4 ans, et j'étais accrochée derrière mon frère comme ça, et j'avais l'impression qu'on faisait de la Formule 1, quoi. Voilà. Bah justement, quelqu'un qui a commencé au karting parce que son frère n'était pas disponible et qui a découvert l'automobile, c'est Alain Prost. C'est comme ça, avec le karting, qu'il a débuté, et ensuite il est devenu champion du monde de Formule 1. Alors, ça a été ensuite de grands moments, mais vos débuts à la télévision ont été beaucoup plus calmes, car vous avez commencé par le bas, c'est-à-dire en travaillant pour tous les services. Alors le bas, je dirais pas le bas. Tout le monde n'a pas envie d'aller en politique étrangère, faire ce que j'ai fait. Il y en a qui font des superbes carrières de service société, il y a des gens qui restent très longtemps à Télématin, il y a plein de métiers dans ce métier de journaliste. C'est juste pour vous reprendre sur en bas. Au début. En bas de l'échelle du journalisme politique étrangère, du grand reporter, c'est-à-dire que vous avez commencé comme un reporter pour Télématin, pour le journal. J'ai appris énormément, effectivement. Toutes sortes de reportages. Très très bonne école, toutes sortes de reportages. Alors il y a les permanences de nuit qu'on fait encore aujourd'hui, où s'il y a un incendie, s'il y a une joggeuse qui disparaît, ou en pleine nuit on va aller là-bas retrouver les policiers, suivre les recherches, etc. On va aller faire toutes sortes de sujets d'information générale, mais aussi des enquêtes de société. Ça peut être l'ouverture du premier, je me souviens j'avais fait ça justement à Nantes chez moi, l'ouverture du premier supermarché bio, donc j'étais stagiaire, et on voyageait quand même, on partait en province, et c'est déjà la même chose, quoi. Les départs, le sentiment d'être ensemble avec l'équipe, la construction d'un sujet, le commentaire, voilà. Donc j'ai appris énormément de choses pendant 2 ans. Alors, je l'ai pas fait très longtemps, je suis arrivée très jeune effectivement au service international. Alors justement, la politique étrangère, ça vous tentait depuis toujours? Oui. Ouais. Avec cette histoire de Chili, où je suis partie quand j'avais 19 ans, puis je suis repartie à 22 ans. C'était une évidence pour moi. Je voulais vraiment découvrir ce qui se passait, repousser l'horizon, découvrir ce qui se passait de l'autre côté du jour, là où il y avait des situations difficiles, périlleuses, une dictature, une guerre. Donc à 25 ans, je suis allée voir la directrice de la rédaction en disant, voilà, si vous pouviez me mettre au mois de juillet-août pour renforcer le service de politique internationale, ça serait génial. Et ça a été fait. Et vous arrivez, il n'y avait pas beaucoup de femmes à cette époque-là? Alors non, il n'y avait pas énormément de femmes. Il y avait Martine Laroche-Joubert de France 2, il y avait Aubrey Edler, Véronique Tavot, Patricia Coste dans mon service. À TF1, il y avait Marine Jacquemin. Voilà, toutes ces femmes ont vraiment ouvert les portes, ouvert la voie. Parce que moi, j'ai pas eu de difficulté vraiment à m'imposer en tant que femme sur ces terrains de guerre. Dans un monde qui est très masculin encore. Parce qu'il y a des militaires, parce que c'est des journalistes, surtout des hommes, mais la difficulté était déjà moins importante. Ouais. Alors, les reporters de guerre, on sait qu'il y a eu Joseph Kessel, Albert Londres, mais on a un peu oublié que la première reporter de guerre était une femme. Elle s'appelait Nellie Bly aux États-Unis. Elle a fait un reportage sur le quotidien des ouvrières en se faisant engager dans une usine, dans un asile de fous en se faisant passer pour folle, à tel point qu'elle a réussi à changer des tas de choses à New York dans les règlements des asiles de fous. C'était en 1800 et quelques. Ah, c'est extraordinaire. Moi, j'ai des modèles aussi. Une histoire qui m'a fascinée, celle de Catherine Leroy, qui à 22 ans part au Vietnam avec un boîtier, avec $200 en poche, et c'est la seule reporter qui va sauter avec les militaires américains et qui va faire des photos extraordinaires au Vietnam. Alors, dans ce livre, vous évoquez notamment votre passion, Dorothée Olyric, pour le Cambodge et pour le temple d'Angkor. J'ai eu la chance de visiter le temple d'Angkor avec aucun tourisme. Bon, d'accord, c'était en 92, c'était mon premier reportage à l'étranger. Et en fait, c'était un moment où les casques bleus essayaient de maintenir la paix, une transition pour surveiller la démilitarisation des Khmers rouges. Donc, je pars 15 jours aux 4 coins du pays avec 350 légionnaires français, il y a du déminage et autres. Et à la fin, on est à côté des temples d'Angkor et on nous propose de les visiter, mais sans caméra, sans rien. Sauf qu'il y a des mines partout. Donc il n'y a personne, mais il faut suivre vraiment les gardiens pour marcher dans leurs pas et passer dans les zones déminées. Et ce jour-là, certes, c'est un peu dangereux, mais en suivant les règles, je
me suis dit, c'est extraordinaire de pouvoir visiter des temples en étant tout seul comme ça. Voilà. En même temps, vous avez connu les bombardements en pleine nuit lors de vos reportages. Vous avez connu vraiment des moments où il fallait se mettre à l'abri. Oui, alors c'est plus mon vrai baptême du feu en Angola, Voilà. en 1993, où j'arrive et je suis envoyée sur une base à Sorimo. Et là, tout d'un coup, je me couche et je vois des flashs lumineux, j'entends un peu des explosions, mais je me dis c'est bizarre, c'est un orage, alors que j'avais pas l'impression que le temps était orageux. Et puis au bout de 2-3 booms et 2-3 flashs lumineux, je comprends juste qu'on est attaqué, parce que tout le monde dans la base militaire se met à courir en disant on est attaqué, et les obus tombent partout autour de nous, à tel point qu'avec ces casques bleus canadiens, eh bien, on quitte la zone en pleine nuit, en laissant tout derrière, eux laissent tout derrière eux. Et là, on décolle et je me fais waouh, spectaculaire baptême du feu, c'est sûr. Voilà. Et les soldats de la paix, comme vous les appelez dans ce livre, vous ont fait découvrir aussi ou redécouvrir une chanson. Pretty Woman. C'est que Julia Roberts n'était pas pressentie pour faire ce film au départ. Ça devait être Brooke Shields ou Sarah Jessica Parker. Et que Richard Gere, elle devait être remplacée par Sylvester Stallone. Vous voyez, je préfère Richard Gere voilà. Et Julia Roberts. Et c'est vrai qu'entendre ce genre de musique quand on est au milieu des obus et qu'on fuit, c'est assez particulier. Bah oui, c'est le dernier jour de la mission avant le départ avec ces casques bleus canadiens, donc qui ont échappé à l'enfer, qui se retrouvent à Luanda, la capitale, et ils me disent est-ce que tu veux nous accompagner? On va aller faire du surf. Bon, du surf, c'était quand même assez tendu un peu partout, et on prend des surfs dans les voitures de l'ONU. Ils sont pas en uniforme, et là on passe des checkpoints avec les mecs qui se demandent où on va avec ces surfs dans la voiture. Et ils disent mission, on est en mission, donc on passe 1, 2, 3 checkpoints et on se retrouve à quelques kilomètres du front. Donc on entend au loin des explosions. Et là, nous, on fait du surf, on mange des rations de combat sur la plage. Et ça fait partie des moments qu'on ne voit pas dans les sujets, bien entendu, que je ne raconte pas à mes chefs, bien entendu, mais qui sont vraiment très précieux et que je raconte aujourd'hui dans ce livre. Voilà, ce livre dont on va continuer à parler à travers la date de sa sortie, le 4 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Dorothée Oliéric. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dorothée Oliéric, que les téléspectateurs de France 2 connaissent depuis des années grâce au journal et grâce à Envoyé spécial aussi de temps en temps. Et donc vous avez publié le 4 septembre 2024 un livre, Maman s'en va en guerre, qui fait immédiatement penser à une chanson. Malbrook s'en va en guerre, mironton, mirontaine, Malbrook s'en va en guerre. Alors, il faut savoir que les paroles datent du XVIIe siècle. C'est John Churchill qui était le premier duc de Marlborough qui était le protagoniste. Et Beaumarchais l'a fait connaître en France parce qu'il l'a intégré dans le mariage de Figaro. Comme la pièce a été interdite par Louis XVI, il a mis ça comme combat. Et c'est comme ça que Marlborough est devenu célèbre en France. Génial. Alors, ce livre, Maman s'en va en guerre, effectivement, le titre n'est pas pris au hasard, car vous êtes reporter de guerre, mais vous avez 2 enfants. Et ça n'a pas été simple à gérer au départ. Non, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, ils ont 20 et 22 ans, donc tout va bien. Mais je suis partie avant d'avoir des enfants. Je suis même partie enceinte une fois en Afghanistan. Oui, d'ailleurs, au désespoir d'un de vos enfants qui a dit t'es parti avec l'un et pas avec l'autre. Oui, c'est vrai. Parce que j'étais enceinte de quelques mois et je lui dis mais toi, t'es allée à Kaboul? Il me dit mais non, j'étais dans ton ventre, maman. Et sa sœur dit oui, mais moi, je suis pas partie très loin comme ça. Et je suis repartie après mon congé maternité de 2 mois et demi. Je suis repartie justement encore en Afghanistan pour 15 jours dans un moment où c'était très compliqué et très dangereux. Donc, c'est vrai que avant d'avoir des enfants, j'ai l'impression que j'avais pas peur de grand-chose, en fait. Et du jour où je pars sur des terrains de guerre en ayant des enfants, alors là, je découvre ce que c'est que l'appréhension, une espèce de boule à l'estomac quand on part. Et je prends mes enfants enfin, mon fils, déjà, en 2001, et je regarde dans les yeux et je dis « Maman t'aime ». Il a 2 mois et demi, il comprend rien, mais moi je sais que c'est ce regard et ces mots sont importants, et je les dis encore aujourd'hui et à chaque départ, parce que je me dis « Et si je revenais pas ?» Mais en même temps, on prend le risque de partir quand on a des enfants. Et les papas, ils partent aussi. Oui. Les papas, ils partent, ils prennent le risque de ne pas revenir. Et les femmes militaires partent 4 mois. Moi, quand je pars sur un terrain de guerre, je suis pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sous les bombes. Il y a des moments, comme en Ukraine aujourd'hui, on va aller dans une tranchée, on va y passer 2, 3 heures, 4 heures. Les militaires, eux, ils passent 6 mois ou plus. Donc,
on a un métier qui a des risques, on n'y va pas pour ces risques, on y va malgré ces risques, mais on se doit pas de s'apitoyer sur notre sort ou de rouler des mécaniques parce qu'on prend un peu de risque. C'est ce métier, on l'a choisi en connaissance de cause. Donc oui, c'est un peu dangereux, mais moi je le fais. Je le fais en pensant que je vais rentrer quand même. Et j'ai une bonne étoile et le sens que je donne à ce métier est tellement extraordinaire. Je me dois d'être là où ça se passe, là où l'histoire est en marche, de raconter, de témoigner. Si nous on n'y va pas, qui va y aller? Qui va aller au Rwanda? Qui va raconter les pires horreurs? Donc oui, il y a des risques. Et je pense que mes enfants, c'est pour eux d'abord que je l'écris, mais aussi pour toutes les femmes, qu'elles ne choisissent pas entre la vie de famille et le métier. Si des femmes ont la chance d'avoir un métier passion comme moi, eh bien, il faut s'organiser, faut continuer. Il n'y a pas de raison qu'à 30 ans, on arrête pour rester à la maison. Et puis, moi, je pense que mes enfants ont une maman plus heureuse, plus épanouie, parce que j'aime mon métier. Je suis heureuse de partir aujourd'hui comme à mes débuts. Et au lieu de se flétrir et de devenir triste et gris, eh bien non, moi je leur insuffle le sentiment d'aventure, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, le courage, l'empathie, voilà, des belles choses. Et ça me rend meilleure. Et peut-être, au bout du compte, je suis pas une mauvaise mère. Voilà. Et en même temps, vous vivez l'histoire en direct. En plus, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ai envie d'y être. Et ça, j'ai sacrifié pas mal de vacances pour partir. Je sais pas, la mort de Ben Laden, j'avais suivi l'Afghanistan depuis tellement d'années, j'étais en vacances, j'entends ça à la radio, je préviens mon chef, et je lui dis, mais je pars tout de suite, c'est pas grave, mes vacances. Donc 1 heure après, je suis à l'ambassade, et 10 heures après, je suis au pied de la maison où Ben Laden a été tué, et on y arrive en passant par des jardins, en escaladant des murs, etc. Et 11 heures après avoir vu la nouvelle, je suis là, et je suis là où je dois être, en fait. Et il se trouve que vous avez un autre privilège, Dorothée Lyrique, c'est que votre mari est tout à fait d'accord et vous encourage dans ce sens. Alors, quand j'ai rencontré donc mon conjoint, Philippe Vandel, qui est journaliste également... Que nous avons reçu dans les Clés d'une vie voici quelques mois. Eh bien, il m'a dit, tu faisais ce métier avant que je te connaisse, donc je te demanderai jamais d'arrêter. Ben, je dis, ça tombe bien, parce que t'as pas à me dire ce que je dois faire. Donc, ça s'est bien passé. Et surtout, il faut pas que les départs soient dans la tristesse, il faut pas que ça soit trop lourd, que ça soit dans la gaieté. Maman va revenir bientôt, et puis je les appelle au téléphone depuis les terrains où je suis envoyée en reportage. Donc les départs sont gais et les retours sont gais. D'abord, je suis très heureuse de retrouver mon conjoint et mes enfants, mais avec des petits cadeaux, avec des histoires extraordinaires à raconter. Alors évidemment, je cachais le côté dangereux du métier, je minimisais en tout cas les risques, mais aujourd'hui, ma fille l'a quasiment fini. Elle dit, ah oui, quand même, ça, tu me l'avais pas dit. Il se trouve aussi dire que vous est arrivé de faire réciter une poésie à votre fils à l'autre bout du monde. Alors, j'étais au sud Liban et il y avait effectivement, alors je suis pas sur la ligne de front, hein, j'étais à proximité de la frontière et il y avait quelques échanges d'obus, etc. Un moment qui était calme et j'étais avec le téléphone satellite. Pile poil au moment où elle me dit, ah maman, j'ai une nouvelle poésie. Je dis, donc vas-y. Et là, j'entends un peu au loin un obus qui tombe, donc je cache un peu le téléphone pour pas qu'ils entendent, et je dis, bon, écoute, je te rappellerai, ma chérie. Et il se trouve aussi qu'il vous est arrivé d'être au téléphone avec votre conjoint et de dire, je te quitte parce qu'il y a un char qui arrive vers moi. Alors oui, ça c'était côté israélien. Je rappelle qu'on est des deux côtés. Voilà, effectivement, où j'ai été mise un char qui me voit et qui me met en joue, et donc là, je suis comme ça avec le char qui est comme ça. Voilà, mais vous en êtes sorti à chaque fois. Oui. Alors, pour écrire ce livre qui est passionnant, parce que vraiment, on vit l'actualité en direct, et pour moi, dans ce livre, il y a matière à 50 films. Vous avez donc visionné vos reportages à l'INA. Je me suis un peu renseigné, j'ai regardé, j'ai compté. Il y a 4419 reportages de Dorothée Lyrique à l'INA aujourd'hui dans les archives. C'est énorme. Oh ben oui, c'est 30 ans sur le terrain, c'est vrai. Alors... L'INA, c'est génial, parce qu'on peut effectivement retrouver des reportages qu'on a fait, qu'on avait presque oubliés. Mais il y a aussi, j'ai tout gardé, tous mes carnets, tous les carnets où j'écris chaque interview, tous les feuilles des hôtels, les factures, les petits mots, les dessins, voilà. Et j'ai des cartons et des cartons au grand désespoir du reste de ma famille. Et j'ai un peu exhumé tous ces souvenirs, ce qui m'a permis de rentrer vraiment dans les détails, de retrouver les dialogues, de retrouver le contexte et les notes que je prenais aussi à ces moments-là. Vous prenez des notes quelquefois sur un coup de rage. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Sur la guerre. Sur la guerre, parfois la guerre est tellement... J'aime être dans un pays en guerre pour raconter, pour témoigner. Mais franchement,
on déteste la guerre. Et donc, ça me met parfois en colère, les horreurs que je vois, l'inhumanité. Et oui, j'ai écrit quelques lignes là-dessus quand j'étais très en colère. Ouais. Et dans les interviews que vous avez conservées, il y en a une que vous reproduisez dans le livre, c'est celle de Nelson Mandela. Ah, c'est une des grandes rencontres. Franchement, j'avais 27 ans et j'étais face à face avec lui quand il a sorti ses mémoires. Et je me suis retrouvée 30 minutes, les yeux dans les yeux avec lui. Quelqu'un d'absolument charmant, très délicat, très attentionné, très à l'écoute. Et je me souviens qu'à la fin, je suis quand même très impressionnée et mes questions sont en anglais. À un moment, je veux pas lire mes notes, mais je bafouille, ma question n'a plus aucun sens. Et il est là, il essaye de comprendre ce que je veux dire. Il me dit « Sorry, I didn't get it ». Pardon, j'ai pas compris. Et là, je suis rouge écarlate et je relis ma question comme ça. Après, il était super gentil. Donc ouais, c'est une belle rencontre. Alors, il se trouve, quand on regarde Envoyé spécial aujourd'hui, au générique, vous êtes présente à travers des images que vous avez tournées, car vous avez travaillé aussi pour Envoyé spécial Dorothée Olyric. Alors, c'est effectivement, quand on est parti en 1996 pour l'arrivée des premiers talibans à Kaboul, j'étais avec un journaliste reporter d'images qui s'appelle Jean-François Hoffman, très talentueux, et c'est lui qui a tourné des images magnifiques de ces talibans qu'on voyait en gros plan avec les turbans. C'est les toutes premières images, parce qu'on était vraiment dans les premières équipes à aller en Afghanistan à ce moment-là, et très longtemps, elles sont restées au générique d'Envoyé spécial qui les a changées il y a quelques années. On les garde dans les archives. Alors, il y a aussi, je crois que vous avez connu aussi les véhicules qui sautent sur les mines, les hélicoptères, les départs en avion. C'est une vie d'aventurier. Un peu, oui, mais c'est ce que je suis venue chercher et que, effectivement, j'ai trouvé. Alors, c'est vrai qu'au Mali, par exemple, avec les militaires français, quand on est embarqué avec l'armée, on fait des vols, ce qu'on appelle les vols tactiques, à quelques mètres au-dessus du sol, de jour et de nuit. Porte ouverte. Et je peux vous dire que de nuit, c'est assez impressionnant, parce que eux ont des jumelles de vision nocturne. Mais quand on décolle, on sait qu'on est tout près du sol, qu'on va à fond la caisse pour pas être repéré par les ennemis ou les djihadistes sur place. Ouais, c'est des moments assez extraordinaires, c'est sûr. Mais vous n'hésitez jamais dans ces cas-là? Non. Non, et j'ai eu la chance aussi de sauter en parachute, mais ça c'était en temps de paix. Pour le 14 juillet, il y a quand même des moments où les obus ne sifflent pas et où on peut faire aussi des choses assez extraordinaires. Oui, ouais. C'était le cas en Espagne, je crois que vous avez suivi les élections, ça c'est sans danger. Ça c'est pas mal, le soir vous allez manger des tapas dans les petits bars espagnols, c'est sympa. Non, heureusement qu'il y a ça aussi. Oui, parce qu'il y a des moments plus difficiles. En Syrie, en Afghanistan, ça a été assez dur. Alors Syrie, je suis jamais allée en Syrie parce que j'ai un ami qui a été tué là-bas, Gilles Jacquier, qui était un confrère journaliste de France Télévisions, et mes enfants m'ont fait promettre que je n'irais jamais là-bas, donc j'ai tenu une promesse. En revanche, oui, l'Irak et tous les autres terrains de guerre depuis 30 ans, a priori, j'y étais. Et vous avez passé un Noël étonnant à Sarajevo avec des légionnaires. Ah oui, ça c'est en 94, décembre 94, où je me retrouve avec toute la Légion étrangère, le 2e régiment étranger de parachutistes, 2e REP, et donc je suis la seule femme. Et tout le monde est aux petits soins avec moi, évidemment. Et il y a un dîner, et le chef de la Légion étrangère, le général Picmal, me dit... Dorothée, ne vous formalisez pas, le soir de Noël, c'est la fête, la grande fête à la Légion avec Cameron. Donc, ils vont se lâcher un peu, mais tout ira bien pour vous. Et là, je vois tous les légionnaires qui se mettent à siffler quand j'arrive. Et puis, à un moment, il y en a un qui dit « Et en plus », et là, il y en a 500 qui disent, je sais pas si c'est pas très politiquement correct aujourd'hui, mais ils disent « Elle est bonne ». Voilà, c'était un compliment qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, ça passerait pas, j'en suis consciente. Ce jour-là, ça m'a fait rigoler quand même. Je ne sais pas tous les jours que 500 légionnaires disent... Bon, ils auraient pu dire ça, genre elle est charmante, mais... Ouais. Non, mais c'était le langage des légionnaires. C'est le langage de la Légion. Et puis, vous évoquez dans ce livre un scoop, c'est que vous avez été la première à interviewer Ingrid Betancourt à son retour. Alors, à sa libération. À sa libération, oui. C'est pas à son retour, c'est sur place, effectivement, à sa libération. Des fois, toutes les planètes s'alignent et vous avez de la chance et tout fonctionne. Et c'est vrai que j'ai suivi pendant des années, effectivement, la Colombie, chaque année anniversaire de sa détention. Et le jour de sa libération, je suis la première à l'interviewer pour France 2. Donc, c'est David Pujadas qui est à l'antenne. Et déjà, dans l'avion, on arrive à recueillir, quand elle retrouve ses enfants, c'est un moment très très fort parce que très très beau, très émouvant.
Et quand on a le scoop, on est content aussi. Alors ensuite, elle est partie dans l'océan Indien avec sa mère pour se reconstruire, je crois. Elle a fait des études de théologie Tout à fait, à Oxford, oui. Et elle écrit des livres. Oui, un livre absolument magnifique sur sa détention, qui est mieux que tous les livres sur les prises d'otages, qui est un très 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 beau livre que je conseille. Et dans votre très beau livre aussi, vous évoquez aussi ces cauchemars qui vous prennent quand vous revenez, ce qui ne vous empêche pas de repartir. Oui, c'est vrai, mais ces cauchemars sont pas des cauchemars terribles dans le sens où je me réveille pas en hurlant, en pleurant. En fait, c'est des scènes de guerre. Il y a énormément de scènes de guerre dans mes cauchemars, mais j'arrive à avoir un petit peu de distance, comme si c'était un film à l'américaine avec des hélicoptères, des bombes, des roquettes. Et ce qui est étonnant, c'est que je mélange souvent ma vie personnelle et ce que j'ai vécu sur le terrain. Et par exemple, ça donne que je sors d'un supermarché avec un caddie, avec ma fille toute petite dans le caddie. À ce moment-là, les roquettes commencent à tomber. Et je suis là, j'observe le ciel en me disant « Ok, c'est nuageux, donc la riposte ne sera pas par là, il faut partir vers le nord. » Et je pousse le caddie à fond la caisse remplie de courses avec ma fille dedans. Donc je mélange un peu, mon cerveau mélange les scènes de guerre que j'ai vécues et les retrouvailles avec la famille. Mais tout va bien, je ne suis pas perturbée. Et vous allez continuer le plus longtemps possible. Mais bien sûr, avec un grand bonheur. Et avec le grand bonheur aussi de lire ce livre, Maman s'en va en guerre, votre vie de grand reporter aux éditions du Rocher. Ça a été quand même difficile de l'écrire. Il y a eu des choses qui sont revenues. Ah oui, j'ai pas tout raconté, et j'ai de quoi faire un deuxième tome. Mais bien sûr, c'était très très dense de revivre chaque moment. Puis en l'écrivant, on revit la scène, donc on revit des choses dures comme le Rwanda, comme le simulacre d'exécution, comme des amitiés aussi. Si je fais ça, c'est pour l'humain, c'est pour les gens que je rencontre. C'est un métier où on donne beaucoup, on reçoit énormément, et c'est l'humain qui prime. Et laisser ces gens qu'on rencontre sur les terrains de guerre, ça vous dévaste un petit peu à chaque fois, mais vous les gardez au fond de votre cœur, et en espérant, et ça arrive régulièrement, les retrouver quand on y retourne. Donc on vous retrouvera dans ce livre passionnant et passionné. Merci. Maman s'en va en guerre aux éditions du Rocher. Merci Dorothée Oliéric, et puis continuez ainsi à vivre votre passion. Merci beaucoup Jacques Plessis. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.